Collaborateurs et très chers amis. Alors là, au Hachem ce soir, donc comme on voit l'ambiance, on est en train de fêter nos 5 ans d'études de Limoud, d'accord, de Chassidut. C'est quelque chose encore une fois d'exceptionnel. Baruch Hashem, c'est un grand route pour chacun d'entre nous. On va parler ce soir, bien entendu, de cette séquence, en réalité de la cavale, parce que c'est rien d'autre qu'une cavale, de la fuite de Yaakov. Et on va essayer justement de cette séquence d'en tirer un maximum d'enseignements, des enseignements tellement édifiants qui vont nous permettre de comprendre énormément de choses. Toute cette séquence-là, on peut dire que c'est l'archétype même, c'est le modèle de ce que chacun d'entre nous devons nous inspirer dans d'innombrables domaines, notamment dans l'Avodat Hashem. Quel Avodat Hashem, quel type d'Avodat Hashem on doit avoir? De quelle manière on peut construire un foyer qui est bâti sur des fondements, avec des fondations béton armé. Et pour terminer, la troisième thématique, ça va être cette capacité de résilience par rapport au Nisayon, les épreuves. Qui n'a pas d'épreuves? Qui, comme Yaakov, on sait, il a dû traverser d'innombrables épreuves. Il a réussi à tenir. D'où il a puisé cette résilience? Comment on fait pour être à ce niveau-là? Donc on voit effectivement, début de la paracha, et la paracha de la semaine dernière, que Yaakov, il quitte sa famille. Il quitte vraiment de façon très pressante. Il quitte et part. Il doit partir, pourquoi? Parce qu'il est menacé. Il est menacé de mort. Non seulement il est menacé de mort, et en plus, sa mère lui a dit c'est le moment de se marier. Elle l'envoie chez son frère Lavan. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a demandé? Yaakov, le pauvre, lui, il ne voulait même pas des brachot, il n'aimait pas les embrouilles. Yaakov n'aime pas les embrouilles, lui, il est dans toute la simplicité, il n'aime pas tout ce qui est assimilé au mensonge. C'est sa mère qui dit maintenant tu vas te déguiser, tu vas mettre le déguisement, tu vas les prendre par Ramaout quelque part, les brachot. Mais c'est quoi ça? Lui, il était tranquille, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'était vraiment... Et là, le pire, c'est qu'il était tranquille. Il était tranquille, et qu'est-ce qui se passe? Là, on lui dit, tu vas devoir quitter, fuir, pour aller à Haran. Haran, Milachon, Haron, Af. C'est là où il va y avoir des perturbations. C'est là où il va y avoir le cataclysme. Alors qu'on sait qu'initialement, il était où? À Beersheba. Beersheba, ça a une connotation de tranquillité, de shalva. Pourquoi? Pour deux choses. Déjà, Beersheba, pourquoi ça s'appelle Beersheba? Sheva, Milachon Shvoa, c'était celui où il avait justement conclu avec Avimelech le pacte de paix, d'accord, traité de paix avec Avimelech. Et deuxième chose, Beersheba, c'est celui où justement il avait construit toutes les puits, donc c'était les puits de son père, c'était finalement, il avait tout son patrimoine. Donc en réalité, il était tout tranquille et il doit partir en cavale, justement dans un... Pas que Sheva, c'est la jeune Shalva alors, c'est autre chose, hein. Parce que le fait qu'il manque le lamette de Shalva, ça fait pas du tout. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Beersheba, il était dans une atmosphère de Shalva, il n'avait rien à voir avec Beersheba et Shalva. Parce que le premier c'était Wichara, ouais. Exactement. Et donc là, il doit partir, donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et on peut se poser la question suivante. Puisque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot. Il a donné des mitzvot. Et Yaakov, il était tranquille dans sa yeshiva en train d'être le meilleur Kolelman, le meilleur Bachor Yeshiva. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem le sort, finalement, crée justement cette rupture avec un passé, avec un présent qui était glorieux, qui était parfait, il était dans la perfection, pour le mettre et le faire rentrer dans les difficultés? Et c'est une question qui est finalement universelle et qui est valable pour chacun d'entre nous. On est tranquille, pourquoi il nous a donné la Torah? Allez les enfants, vous avez une mission sur terre, d'accord? C'est celle d'étudier la Torah. C'est déjà difficile d'étudier, d'approfondir la Torah, d'être un bon juif. Et en plus de cela, Akadosh Baruch Hu nous a rajouté les préoccupations, les tirdotes, les déagotes, les souffrances et la parnassa, amener la substance à la maison pour pouvoir amener la parnassa à sa famille, à ses enfants. Pourquoi tout ça? Ça paraît un travail colossal, laborieux. Ça nous aurait suffi, on aurait pu dire comme, pour paraphraser la Haggadah, Daïez-nous, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné la Torah au Mont Sinaï. En plus ça, il nous a rajouté une accumulation de problèmes, de défis, c'est extrêmement dur à gérer toute cette masse
d'informations. Et en réponse à cela, on nous rapporte Yaakov. Yaakov, on a dit qu'il a été l'archétype de la perfection, en ce sens qu'il faut savoir que c'était lui qui a réussi à enfanter la perfection. Abraham, quelque part, il avait un fils bien et un fils mauvais. Donc on peut dire qu'il y avait un certain déchet. Yitzhak également. Il y avait Ishmaël ensuite avec Esav. Yaakov a été le seul à arriver à cette dimension de mitato shlema, d'arriver à cette perfection finalement. Attends. Très très bien. Donc très bien. Donc on sait que Yaakov, il est particulier. Il a réussi à faire une performance. Attends, j'ai rien dit pour le moment. On n'a rien dit pour le moment. Et on voit que dès lors qu'il y a le fameux signal, donc on sait qu'il est parti de Beersheba pour aller où? Pour aller à Shem Vever. D'abord, il a campé pendant 14 ans. Ce qui est extrêmement intriguant, c'est qu'on nous... C'est marqué nulle part. C'est marqué qu'il est parti à Shem Vever, 14 ans. Tout est caché, ouais. Ouais, non, c'est super les calculs. Mais moi, je m'attendrais à ce que la Torah explicite. 14 ans, on les a passés. 14 ans, mais attends, c'est les 14 ans les plus importants. Oui, on n'a pas dit 14 ans. Je veux que chaque étape, d'accord, de son parcours, de sa pérégrination, non, mais parce que peut-être parce que c'est pas aussi important. Mais tu vois bien que Rachid, et d'ailleurs on s'en fout, on sait même pas quand il s'est marié, mais on sait bien que Rachid nous explique la grandeur de Yaakov qu'il n'a pas perdu un instant, il n'a jamais dormi. Ça veut dire qu'il était optimisé systématiquement. Oui, mais ça c'est écrit dans l'Ishta de Chevrolet. Il a besoin de te dire qu'il va aller étudier à l'Ishta, c'était quelque chose qu'il est dans lui-même. 14 ans, non, moi je pense que c'est son truc à lui. Moi je pense que c'est une information. Tu sais que c'est quelqu'un de sauvage. D'accord. Quand on dit que Ishta de Chevrolet, tu sais que c'est Non, quelqu'un mais qui jusque-là, il étudie avec son père. Là, il étudie dans une yeshiva particulière. Ouais, c'est bien, ça fait partie, lorsque tu parles, tu fais de la biographie d'une personne, d'abord, c'est logique d'expliquer des choses. C'est très édifiant, tu apprends quelle grandeur. Bah non, le CV, c'est. 14 ans de Shem Vever. Et là. Et donc, il est finalement dans une dimension, dans une atmosphère idyllique. Il était tranquille, il étudiait avec les meilleurs maîtres. C'est magnifique. C'est le rêve. Et là, à ce moment-là, lorsque tout va bien, là, c'est que tout se bouscule. Akash Baruch Hu, on l'a décidé autrement. Pour pouvoir être Mekim, le Beth Israël, finalement, l'ensemble du clan Israël, ce qui va justement générer, être le géniteur des 12 tribus, être finalement le géniteur de l'ensemble du clan Israël, il fallait qu'il passe par la case, qu'il sorte et qu'il aille à Haran. Un makom de... Haran, c'était un makom justement d'absence de Elokut, absence de divinité. L'absence de il était justement, là, le divin, il était palpable, il était en dvekut, avec une adhésion totale à Kadosh Baruch Hu, et tu sors, et tu dois te confronter à la rue, au Olam, Milachon Elem. Tu vois rien. Il n'y a rien, il y a un voile qui te cache. Tu vois, tu es dans la gachnouk, la plus grande des matérialités, et tu dois faire face à ce matérialisme, et tu ne sais pas quoi faire, c'est extrêmement dur. Et là, justement, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait les mitzvot, c'était la chose qui était facile, et la vérote, tu ne pouvais pas la faire. Et là, justement, c'est un monde de matériel qui va justement te présenter et t'attraper, essayer de te tirailler vers les choses les plus basses, les plus immorales. Et malgré tout, il a tenu le cap, et mitato shlema. En réalité, c'est ça le Yisod. On peut dire que c'est grâce au Nisyonot, un des Nisayon les plus grands, celui de la vanne. On sait que lorsqu'il est parti, il a rencontré son oncle. Il était tout content, il aurait pu être content, et malgré tout, c'était la chose la plus difficile. Il savait que son oncle, c'était un escroc, c'était un perfide. Il savait pas y penser. En réalité, il s'est fait avoir sur tous les côtés. Il s'est fait duper, il s'est fait arnaquer. Et quoi? Il avait pieds et poings liés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il savait très bien, c'est extrêmement intéressant. C'est ce que j'ai pu dire, c'est qu'en réalité, il était bloqué. Yaakov, il était bloqué parce qu'il savait que Lavan, il avait Yado El Alimassimi qui avait la main mise. Pourquoi? Il savait très bien. Déjà, il voit que Yaakov, il n'a pas un rond. Il n'a pas un rond. Non seulement il a un rond, et en plus, il est en cavale. N'oublions pas qu'il est en cavale. Il va trouver refuge chez qui? Chez Lavan. Il trouve refuge chez Lavan. Donc en réalité, moi je suis en train de te protéger. Il sait très bien on sait très bien dans le chemin ce qui s'est passé avec Eliphaz qui a voulu tuer. Il devait partir, donc il a perdu son argent. Il n'avait même plus d'argent, c'est que l'argent, ce qui lui aurait permis peut-être de rebondir. Il n'avait plus d'argent. Il n'avait plus un centime. Il était en cavale. Il a été Ménatzel, Lavan, il a été Ménatzel, la situation. Il était intéressé, pourquoi Lavan il s'est dit quoi? Mais lorsqu'il est chez moi,
ça va permettre de créer cette rupture avec les brachot. Parce que Lavan n'oubliait pas que les brachot de Yaakov se perpétuent. Il savait que c'était un danger pour toute sa civilisation, pour toutes ses croyances, pour toutes ses idolâtres. Tant qu'il était sous ça, c'est pour ça qu'il veut toujours dissuader Yaakov de partir. Tu pars pas, tu pars pas, tu pars pas. Pourquoi il veut toujours le laisser? Il veut le laisser. Il aurait pu le trouver bien. Il fait ça, un super employé. Il avait toujours les bonus, effectivement. Il avait la bracha, mais alors, à ce point-là, non, il savait que finalement, les choses ne pourraient pas se dérouler tant que c'était chez Yaakov. Un bot marche à votre Bélamiche, et on voit qu'au final, tout s'est passé précisément par et chez. Et donc, un autre enseignement. La première des choses qu'il a fait, Vaïfga Bamakom. En chemin, Vaïfga Bamakom, qu'est-ce que ça signifie? Il s'est mis à prier. Lorsqu'il arrive dans un endroit où il connaît rien, où il va devoir justement apprendre de nouvelles mœurs, une nouvelle culture, c'est quoi la chose sur laquelle il a investi? Sur la prière. Vaïfga Bamakom, c'est énorme. On aurait pu croire que lorsqu'on va à un nouvel endroit, alors il faut s'habituer, les us et coutumes, exactement, il faut s'adapter. Les gens qui sont partis, qui ont fui le Maroc, le Maghreb, la Génésie, malheureusement, ont été l'objet de l'assimilation, de l'émancipation. Ils ont enlevé leur kippa, ils se sont permis de tenir les Shabbat. C'est normal, c'est pour la parnassa. On est obligé de s'assimiler et en France, fait comme les Français, soit en Français, à Rome. Fait comme les Romains, c'est normal. Exactement. On voit que malgré tout, il a tenu. Il avait ses convictions, il avait ses valeurs. Ça montre déjà la personnalité. C'est pas rigolo. Il avait des valeurs béton armé. Ses valeurs, ses moussagim, personne ne pouvait. Il palèle. La première des choses, c'était cette fille-là. Il avait compris la portée de sa prière. Si j'ai pas la prière en amont, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout mon voyage, tout mon projet va capoter tout simplement. Et là, on continue. Et Vaikar me'avene amakom. Alors là, il prend pour se protéger des animaux sauvages et il entoure autour de sa tête et il se met plein de pierres autour de sa tête. Et là, bon, bien évidemment, pour se protéger, c'est normal, des bêtes sauvages. Parce qu'il savait que c'était un chemin extrêmement dangereux, périlleux. Mais là, on peut se poser la question de deux choses l'une. Si il avait une grande émoula, une grande foi, une grande confiance en Dieu, alors ne fais rien. Ne fais rien. Ne fais rien, ne mets rien, tu crois en mon Dieu? D'accord. Tu se mords à la naisse. Et si tu dis non, il ne voulait pas faire quelque chose qui est au-delà de la nature, alors pourquoi tu fais un geste qui paraît manifestement symbolique? Tu t'entoures la tête, entoure-toi la tête avec le corps. Crée-toi une muraille, la muraille de Chine. Tu te crées vraiment quelque chose de sérieux pour te protéger. Et on voit qu'il ne le fait pas. Comment comprendre cela? En réalité, le rabbi nous explique la chose suivante. Yegira kapecha ki tochal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est David Amélar qui nous enseigne une leçon, une clé qu'on a déjà développée d'innombrables fois concernant la parnassa. Quelqu'un qui veut faire la parnassa, qui veut travailler, qui rentre dans le monde professionnel. Et là, on parle, en réalité, c'est vraiment ce qui se passait. Parce qu'il a dû s'immerger, dans le monde professionnel. Et il avait comme patron, comme boss, Lavan à Arami. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a Gia Kapera qui tochal. C'est quoi il y a Gia Kapera qui tochal? Il y a Gia Kapera de la labeur de ta main, tu mangeras. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, il faut s'investir aussi sa tête, son corps et tout ça. David Améler, vous nous enseignez un enseignement. L'enseignement qui veut nous transmettre en réalité, l'idée sous-jacente de ce passage dans le thème, c'est de nous dire, il n'y a pas de problème. Vous devez travailler pour apporter substance pour apporter la parnassa à votre famille. Ce sera que les mains. Que les mains qui vont être au travail. Et la tête, en réalité, c'est-à-dire la véritable envie, doit toujours être systématiquement liée à la Torah. Ce qui veut dire que tu dois faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Mais en réalité, ton investissement intérieur le plus grand, le principal en réalité, ça doit être la Torah, les mitzvot et ta Avodat Hashem. Et finalement, tout le travail, c'est quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose qu'il faut s'investir. Et encore pire, et là, celui qui est sérieux, qui a bien compris, qui a bien intégré cette idée-là, tu comprends? Ashrecha v'tov lecha. L'orat be'uchaniut, mais même gashmiut, celui qui comprend qu'en réalité la parnassa c'est qu'une ishtadlut, c'est qu'en réalité une manière de cacher, d'accord, le nes d'Akadosh Baruch Hu, celui qui a bien compris, il va être béni. Il va avoir la prospérité. Il va avoir une grande parnassa beshefa. Et au contraire, nous dit le rabbi, celui qui va commencer avec les tarboulottes, réfléchir
en excès. Il faut faire son travail sérieusement. Celui qui ne fait pas son travail sérieux, c'est un voleur. Mais celui qui fait un excès de zèle, qui travaille, qui fait des heures sup et qui réfléchit la nuit, il n'arrive même pas à dormir en réalité. Il passe à côté de sa vie. Il passe à côté de sa vie, il fait n'importe quoi. Alors lui, non seulement il va pas voir sa part, ça va l'endommager. Il va avoir une perte. La Chassidut nous explique qu'il va perdre. Ça va pas dans le bon sens des choses. Et donc c'est la même chose. Chez nous, il y a Yaakov qui sort et il veut sortir pour sa parnassa. Et il a compris qu'en réalité, il a fait un geste symbolique. Qu'est-ce que ça signifie, la protéger sa tête? Il a compris qu'en réalité, sa tête, elle devrait être toujours Hachem Ve'ever. Dans sa yeshiva, sa tête, elle est en... Et effectivement, ses mains, et c'est ses mains uniquement, ça veut dire son extériorité, sa superficialité, qui seront là pour travailler pour la vanne. Et ce qui est très intéressant, lorsqu'on essayait d'analyser, avec quoi il a entouré sa tête? Avec des pierres. Pourquoi des pierres et pas autre chose? Il aurait pu entourer avec d'autres choses. Ça aurait été extrêmement... On t'attendait. Il aurait très bien pu avoir été mon ami. À la base, il faut savoir c'est quoi les pierres de Beth Amikdash et tout ça. Hein. Absolument, absolument. Alors la question, elle va être encore plus grande. Pourquoi avoir choisi des pierres du Beth Amikdash? En Beth Amikdash, on aurait pu les faire en or. Avec un matériau bien plus noble. Donc cette question, elle va encore plus grande. La réponse, elle est suivante. La particularité, la singularité des pierres, c'est quoi? C'est du métal, c'est du minéral. Quelle est la particularité de quelque chose qui est minéral? C'est quelque chose qui se laisse faire. C'est quelque chose qui est dans la passivité. Donc en réalité, c'est exactement ça l'idée. Il ne va pas être dans l'activité, essayer de chercher comment on va générer encore de l'argent, comment on va générer encore un plus grand chiffre d'affaires. Non! Il est dans une dimension de Kabbalat, Rol Malchut Shamayim. Lui, il est rien. Une pierre, de quelle manière elle bouge pas déjà. Et lorsqu'elle bouge, c'est justement qu'elle est prise par quelqu'un et qu'elle est manipulée, et déplacée d'un endroit A à un endroit B. Ça, c'est la force du lâcher prise. En réalité, il a compris que pour démarrer, pour amorcer cette nouvelle vie, ce nouveau projet, toutes ces péripéties qu'il aurait à traverser, parce que c'était un avis, il savait exactement à quoi il devait s'en tenir. Alors il devait être justement dans un lâcher prise. C'est ce lâcher prise et de le sentir, parce que des fois, on est submergé. On est submergé par certains événements de la vie qui sont plus forts, plus hauts, où l'intensité est trop grande pour se confronter à ce genre de choses. Là, on nous demande, et même, c'est la psychologie moderne nous le dira, le lâcher prise. Il faut comprendre qu'en réalité, on a envie de contrôler, mais dès que la chose elle est trop grande pour nous, on lâche prise. Ça ne sert à rien. La pierre, c'est justement, c'est le symbole même du lâcher prise, de quelque chose qui n'est rien pour lui-même, mais qui est tout pour les autres. C'est quelque chose qu'on va utiliser, mais c'est pas quelque chose qui fait quelque chose pour lui-même. Et c'est bien pour ça qu'on a fait le Beth Amikdash en Beth Elohim. Ces pierres-là ont servi du Beth Amikdash. Pourquoi? C'est le matériau le plus simple, le plus gashmi. Ça, c'est un autre shiur qu'on avait fait pour montrer que la chose la plus grande qui est Akadosh Baruch Hu, elle peut résider dans la chose la plus basse, qui est la gashmiout, et même pas ni dans le végétal, ni dans l'animal, qui sont des choses bien plus nobles déjà. Et ça, c'est encore un énorme enseignement. Donc en réalité, lorsqu'on prend du recul, on prend de la hauteur, on voit un juif, le pauvre, sortir tout seul. Il est tout seul, le garçon. Il est tout seul, il n'a personne, ni famille, ni amis, ni argent. Et il part et pense, malgré tout, il est confiant. Il est confiant, il n'a pas de soucis, il ne fait pas de soucis. On voit qu'il fait les choses comme il fait. Il fait les choses, les filles, à sait faire avec intelligence, avec stratégie. Chaque chose qu'il fait, elle est réfléchie. On voit que même lorsqu'il arrive avec la vanne soi-disant son nom, qui aurait dû l'épauler, c'était son tuteur, c'est quelqu'un qui aurait dû genre l'encadrer. Là, il s'est fait avoir. Il s'est fait arnaquer. Il savait en amont qu'il allait se faire arnaquer. Mais c'était ça. Il a fait ce qu'il a pu et il a compris en réalité qu'il était en position de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il était en cavale. C'était son seul refuge. C'était chez lui. Il n'y a que chez lui, chez la vanne, parce qu'ils ne vont pas commencer à créer des conflits familiaux. Et ça, Avni Eliphaz ne serait rentré finalement dans le domaine de la vanne. Parce que c'était finalement, Yaakov était devenu le protégé finalement. Parce que c'était son travailleur principal. C'était son meilleur employé. Garde à celui qui va toucher au meilleur employé. Et là, il a fait son travail avec le plus de Emouna, le plus de bitachon. On sait qu'en réalité, il ne dormait pas. Il assumait tout. S'il y avait des pertes dans les bétails, il payait de sa poche. En réalité, tous ces missions, toutes ces choses difficiles,
C'est ça qui lui ont permis d'arriver à Mitato Shlema. Ça avait l'air incroyable en fait. Non plus. Abraham, il a eu des missionnautes certes, mais peut-être pas. Yitzhak aussi. On voit que chacun il a eu des déchets. La seule personne qui a réussi à faire justement une performance, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail. Il a fait un travail de ne pas s'assimiler, de rester justement dans son monde. Dans son monde, il a compris qu'en réalité, tout ce qu'il doit faire, c'est quelque chose de superficiel. Et de rester systématiquement attaché à la Torah, attaché à Shabbat. Et en se confrontant à la réalité de la meilleure manière, grâce à la tfila. Lorsqu'il a compris, c'est la tfila, c'est la seule chose qu'il a. Donc, dans un premier temps, si on essaie de récapituler, il s'est préparé en s'immergeant totalement dans la Torah. Shem Dever, c'est ça qui lui a permis de créer toutes ces bases, toutes ces valeurs, c'est Hachem Weber. Dans un second temps, la tfila. Cette tfila, c'est cette dimension de lâcher prise pour justement dire à Kadosh Baruch Hu, voilà. Je sais que j'ai pas le contrôle, je vais peut-être me faire avoir, mais c'est comme ça. Et la dernière étape, c'est justement, même lorsqu'il va être là-bas, avec la vanne, il va garder finalement ses valeurs. Il va garder ses valeurs, il ne va pas s'assimiler. Et non seulement le fait de devoir tenir justement cette non-assimilation, ça va permettre justement d'avoir un impact direct sur ses enfants. Ces enfants, ces petits-enfants, ce sont les seuls qui, malgré qu'ils étaient, alors Abraham et Yitzhak, ils étaient en Eretz Israël, on aurait pu croire que ces enfants auraient été des tzadikim. Non, il y a eu Esav et Ishmael malgré qu'ils étaient en Eretz Israël. C'est incompréhensible. Alors que Yaakov, ses enfants, ils étaient en route là, et malgré tout, ils ont réussi à garder le cap. Pourquoi? Ça, c'est énorme de comprendre la mission des fèches des parents. Qui ne veut pas avoir des enfants de Talmidei Chacham, des enfants qui gardent finalement, qui gardent finalement ce patrimoine ancestral. Mais c'est tellement dur avec le monde de la rue, le monde des difficultés, le monde de la gâchis. Tout dépend de la Messirut Nefesh, de Nisayon. Nisayon, c'est la jeunesse, c'est justement, c'est un mât. Le Nisayon, c'est un mât, c'est quelque chose qui va t'élever, qui va te faire prendre de la hauteur. T'es bas et tu vas aller haut. Et tu vas justement réussir à éviter, à esquiver les obstacles. Et ça va te permettre de prendre la hauteur. Et c'est cette hauteur-là, cette Messirut Nefesh-là, qui va te permettre de garder une doucha. D'accord? Malgré que tu es justement dans l'endroit le plus difficile, tu vas garder cette doucha. Et cette doucha, justement, que tu as réussi à garder, c'est ça qui va permettre de créer. Bien évidemment, ça a été extrêmement difficile. Il a vécu des choses très difficiles, des ascenseurs émotionnels inimaginables. Et malgré tout, il a tenu le cap. Et c'est toutes ces difficultés-là qui lui ont permis justement de bâtir cette dynastie incroyable qui s'appelle les Yudbet Shevatim.